C'était une de ces nuits où le ciel semblait veiller sur la ville, sans un nuage pour cacher les étoiles. La musique résonnait encore dans les oreilles de Thomas alors qu'il s'installait au volant de sa voiture. Ses 3 amis, Lucas, Clara et Jérémy, riaient à l'arrière, encore portés par l'énergie de la boîte de nuit qu'ils venaient de quitter. L'air était lourd de fatigue et d'alcool, mais Thomas, confiant, avait insisté « Je gère, les gars, on rentre tranquille ». Ses yeux étaient vitreux, ses gestes légèrement hésitants, mais personne ne protesta. Après tout, ils connaissaient cette route par cœur, et ils étaient tous trop fatigués pour débattre. La voiture s'élança dans la nuit, glissant sur les routes sinueuses. Thomas, pressé d'en finir avec cette corvée de raccompagner ses amis, accéléra. Les lignes blanches défilaient à une vitesse inquiétante. Lucas, assis à l'avant, se cramponnait discrètement à la poignée de la portière. Clara et Jérémy, à l'arrière, riaient encore, inconscients du danger. « Thomas, fais gaffe », murmura Lucas en voyant le compteur dépasser les 100 km/h sur une portion limitée à 70. « T'inquiète, mec, je maîtrise », répondit Thomas, un sourire crispé aux lèvres. Il coupait les virages avec précision mais sans prudence, dévorant la route comme s'il était seul. Lorsqu'ils croisèrent quelques voitures, roulant à la limite autorisée, Thomas soupira d'agacement. « Sérieux, il traîne ?» Et il doubla. 1 fois, 2 fois. Chaque dépassement était un pari risqué, mais Thomas se croyait invincible. Approchant d'un virage serré, il aperçut devant lui une voiture roulant doucement. Une impulsion lui monta au cerveau, embrouillé par l'alcool et l'arrogance. « Dernière ligne droite », dit-il en appuyant sur l'accélérateur. Mais ce n'était pas une ligne droite. Au moment où il s'engagea pour doubler, un faisceau de phare apparut en face. Un couple arrivait en sens inverse dans une petite voiture, leur bébé endormi à l'arrière. Thomas n'eut pas le temps de réagir. L'impact fut brutal. La voiture de Thomas heurta de plein fouet celle du couple, emportant dans son élan la voiture qu'il doublait. Les 3 véhicules quittèrent la route dans un concert de tôles broyées et de cris coupés nets. La voiture du couple fit un tête-à-queue avant de s'arrêter, déformée, dans un fossé. La violence du choc projeta leur bébé hors du pare-brise. On le retrouverait plus loin sur la route, son petit corps brisé. Le véhicule doublé, une voiture avec 2 jeunes conducteurs, partit en tonneaux, s'écrasant contre un platane. Les 2 occupants ne survécurent pas. Quant à la voiture de Thomas, elle se désintégra presque à l'impact. Lucas, Clara et Jérémy, assis à ses côtés, furent tués sur le coup. Thomas, lui, fut éjecté, son corps atterrissant quelques mètres plus loin. Quand Thomas reprit conscience, ce fut dans un monde plongé dans une lumière blafarde. La douleur transperçait chaque fibre de son corps. Ses côtes semblaient broyées, sa jambe droite n'était qu'un amas de souffrance et, malgré la morphine, un poids écrasant pesait sur sa poitrine. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Les souvenirs revenaient par bribes. Le virage, les phares, le choc. Puis, plus rien. « Où sont mes amis ?» demanda-t-il d'une voix rauque, presque inaudible, à une infirmière qui passait près de son lit. Elle détourna les yeux, incapable de répondre. Une sensation de froid absolu s'insinua dans son ventre. Le lendemain, un médecin entra, accompagné d'un policier. Leur regard grave suffisait à annoncer la sentence. « Monsieur Morel, vous êtes en vie, mais vos 3 amis, Lucas, Clara et Jérémy, n'ont pas survécu. » Thomas sentit son cœur s'arrêter. Il ne parvint pas à articuler une réponse. C'était comme si un gouffre sans fin s'était ouvert sous lui. Mais ce n'était que le début. Les jours qui suivirent furent un calvaire. Les infirmières murmuraient dans les couloirs. Les regards du personnel hospitalier étaient lourds, emplis d'une colère silencieuse. Thomas comprit rapidement pourquoi il n'avait pas tué que ses amis. Le policier revint, cette fois avec des photos. Les visages étaient flous dans ses souvenirs, mais ces clichés étaient insoutenables. Il les détailla malgré lui, un couple dans la trentaine, leurs corps écrasés par l'impact. Le visage d'un bébé, ensanglanté, jeté hors du pare-brise comme une poupée. 2 jeunes adultes dans une autre voiture, morts sur le coup, défigurés par les tonneaux et la violence de l'accident. 8 morts, dit le policier. 8 vies arrachées cette nuit-là, et tout ça parce que vous avez conduit en état d'ivresse. Thomas ne répondit rien. Il n'en avait pas la force. Mais les mots résonnaient dans sa tête, devenant un écho incessant. 8 morts. Un jour, depuis son lit, il vit à la télévision une conférence de presse. Les familles des victimes parlaient à la caméra, leurs visages marqués par une douleur impossible à cacher. Une femme, en larmes, s'accrocha au bras de son mari. « Notre petit-fils venait d'avoir 1 an. Il n'aura jamais l'occasion de marcher, de parler, de vivre. Il est mort parce qu'un inconscient a voulu jouer avec sa vie. » Un jeune homme, le frère d'une des victimes dans la voiture doublée, pleura à son tour. Il venait de finir leurs études. « Ma sœur voulait devenir médecin. Maintenant, tout ce qu'il nous reste, ce sont des souvenirs et une tombe. » Les mots étaient comme des coups de poing. Thomas voulait crier, leur dire qu'il n'avait jamais voulu ça. Mais quelle importance? Ce qu'il voulait ne changeait rien. Chaque séance de rééducation était un supplice. Les douleurs physiques l'empêchaient de marcher, mais c'était la souffrance mentale qui le brisait. La nuit, il ne dormait pas.
Dès qu'il fermait les yeux, les visages de ses amis lui apparaissaient. Lucas, son meilleur ami, qui avait toujours cru en lui. Clara, douce et rieuse, dont le sourire ne reviendrait jamais. Jérémie, toujours là pour plaisanter, réduit à un cadavre méconnaissable. Puis il voyait le bébé, son petit corps inerte sur la route, comme une ombre obsédante. Il entendait les cris de l'accident, mêlés à des pleurs imaginaires. Chaque jour, il se demandait pourquoi il avait survécu. Pourquoi eux, et pas lui. Le procès fut une épreuve insoutenable. Les familles des victimes étaient là, leurs regards pleins de haine. Quand Thomas entra dans la salle, il sentit leur colère lui transpercer la peau comme des lames. « Monsieur Morel, vous avez détruit nos vies », dit une mère en sanglots. Le père du bébé, un homme à la voix brisée, s'avança à son tour. « Vous m'avez enlevé ma femme, mon fils, ma raison de vivre. Comment osez-vous rester là ?» Thomas baissa les yeux. Chaque mot était une condamnation. Chaque larme une chaîne qu'il porterait pour le reste de sa vie. Quand le juge prononça la sentence, 10 ans de prison ferme, il ne ressentit rien. Pas de soulagement, pas de protestation. Il savait qu'il méritait bien pire. Les nuits en prison étaient encore plus longues. Les murs ne le protégeaient pas de ses démons. Dans ses rêves, il revoyait sans cesse l'accident. Les cris de ses amis avant l'impact. Le bruit des corps broyés. La silhouette du bébé, projetée dans l'air comme une feuille morte. Les lettres des familles arrivaient parfois, des mots imprégnés de colère et de désespoir. « Pourquoi ?» demandait-elle. Mais Thomas n'avait aucune réponse. Quand Thomas sortit de prison, il n'était plus qu'une ombre. Chaque pas qu'il faisait dans le monde était accompagné d'une culpabilité écrasante. Les regards des passants lui rappelaient qu'il était un meurtrier. Il erra sans but, incapable de reconstruire quoi que ce soit. Il s'était cru invincible cette nuit-là, mais il était désormais condamné à porter le poids de son erreur jusqu'à son dernier souffle. Et, chaque jour, dans le silence de sa solitude, il revoyait ce virage, celui qui avait emporté 8 vies, et laissé la sienne en ruine.